Et sans plus tarder, essayons d'avoir un petit overview sur les indications de la fermeture de l'auricule entre mythe et peur. Alors pourquoi parler d'un tel sujet lors d'un congrès pareil? Tout d'abord, qui dit occlusion de l'auricule dit fibrillation atriale et dit risque d'AVC. La fibrillation atriale est une véritable pandémie. On s'attend à avoir, par exemple, à titre d'exemple, aux États-Unis, plus de 30 millions de patients d'ici 2030. Qui dit 30 millions de patients atteints de fibrillation atriale dit 30 millions d'éventuels candidats à une occlusion de l'auricule, vu le risque hémorragiques lorsqu'ils sont exposés à un traitement anticoagulant. L'Algérie n'en fait pas exception. La prévalence est estimée entre 0,5 à 1,5% dans notre pays, très probablement sous-estimée vu le manque de registres nationaux. La prévention de l'AVC ischémique passe bien évidemment par la case anticoagulation, ça reste le gold standard. C'est le traitement, donc c'est la pierre angulaire de la prévention de la récidive ou de l'apparition d'un AVC ischémique, mais d'autres options thérapeutiques existent, notamment la fermeture de l'auricule, qu'elle soit chirurgicale ou percutanée. Qu'en est-il de l'anticoagulation et de notre pays? Même si les NACO sont les traitements recommandés en 2025, la réalité du terrain dit qu'il subsiste une forte proportion de patients qui sont toujours sous AVK, avec une time to therapeutic range qui est estimée à 52% dans cette étude locale, bien loin des 70% recommandés par l'ESC. Donc on a un véritable challenge en matière de protection ou de prévention de l'AVC ischémique chez nos patients. Plusieurs devices existent. En fait, les premiers devices ont été créés à partir des années 2000. Ce n'est pas un concept qui est aussi récent que cela. Les premières études ont commencé en 2005 avec l'étude Protect AF qui avait comparé l'occlusion de l'auricule au traitement AVK. Elle avait prouvé une non-infériorité par rapport au traitement anticoagulant, mais au prix d'un surrisque d'événements périprocéduraux, notamment 4% de tamponnade qui avait été quand même un signal d'alerte. L'étude Prevail avait sélectionné des opérateurs plus entraînés, il y avait plus de rigueur, ce qui a entraîné une meilleure safety procédurale et qui avait prouvé l'intérêt donc de l'occlusion d'auricule versus AVK. Qu'en est-il des NACO, puisque c'est le gold standard actuel? L'étude PRAG-AF avait comparé, PRAG-17 avait comparé l'occlusion de l'auricule au NACO. Les patients choisis étaient plus sévères, ils avaient des chats de spasme plus importants, 4,7, et ils avaient un surrisque de saignement, donc c'était des patients de la vie réelle, ceux chez qui on a peur de mettre en place un traitement anticoagulant. L'occlusion d'auricule avait prouvé sa non-infériorité avec toujours un petit surrisque d'événements périprocéduraux, notamment d'AVC périprocéduraux. Donc on avait moins d'événements hémorragiques dans le groupe traité par l'occlusion d'auricule, mais au prix d'un surrisque d'événements ischémiques dans les 7 jours qui suivent. Qu'en est-il des méta-analyses? La méta-analyse prouvait également les mêmes éléments, une protection par rapport au risque hémorragique, mais au prix d'événements périprocéduraux. Heureusement qu'il y a eu une évolutivité dans le design des occludeurs, avec l'avènement du Watchman Flex, par exemple, qui assurait une meilleure occlusion, un meilleur success rate lors des procédures. Et dans l'étude Pinnacle Flex, on avait un succès de procédure dans 98,5% des cas, avec un taux d'événement qui était autour de 1%, nettement inférieur par rapport aux études randomisées qu'on a vues précédemment, ce qui plaidait en faveur de l'occlusion de l'auricule. Qu'en est-il de la vraie vie? Eh bien, les résultats de la vraie vie étaient réellement étonnants. Ils étaient plus positifs que ceux des RCT que je viens de citer. Le registre NCDR américain qui avait pris plus de 38 000, qui avait regroupé plus de 38 000 patients, des patients à haut risque ischémique, à haut risque hémorragique, c'est les patients de la vraie vie, ceux qui sont récusés d'un traitement anticoagulant, ont retrouvé des résultats plutôt positifs avec un taux d'événement qui n'était pas aussi important que cela, autour de 2% pour les complications majeures et moins de 1% de tamponnade.
Je vais passer rapidement sur les autres devices, vu qu'il y aura une présentation sur cela. Qu'en est-il des indications? L'occlusion d'auricule a été introduite dans les recommandations de 2016 au grade, avec un grade de recommandation de 2B, à la suite de la présentation des études Prevail et Protect AF. Mais malheureusement, l'indication n'a pas vraiment décollé depuis, malgré toutes ces études positives. Il faut dire que ces différentes études avaient comparé le traitement anticoagulant sans contre-indication à la mise en place de ce dernier à l'auricule, et malgré cela, l'indication ne décolle toujours pas. L'esprit des recommandations européennes, c'est la safety en premier. Vu le risque d'événements périprocéduraux, on ne pouvait pas élargir davantage les indications d'occlusion d'auricule. Cependant, si on lit le full text de façon un petit peu plus détaillée, on retrouve une petite niche, en plus de la recommandation que l'on connaît tous, celle en cas de contre-indication à un traitement anticoagulant au long terme. On a une seconde petite indication. Si on a un événement thromboembolique alors que le patient était bien anticoagulé, on est en droit de mettre en place un auricule pour améliorer en fait le profil du patient et éviter d'autres événements supplémentaires sans pour autant arrêter le traitement anticoagulant. Et donc, l'esprit des recommandations européennes, c'est de stratifier le risque hémorragique du patient sans en prendre compte pour contre-indiquer une éventuelle anticoagulation. Il faut corriger tout ce qu'il y a à corriger, essayer de faire des RCP et de collaborer avec les autres spécialistes pour arrêter d'éventuels saignements s'ils arrivent, et laisser réellement l'auricule en dernier lieu, ce qui est complètement contraire à l'esprit américain qui met en avant l'occlusion de l'auricule, donc autant en classe 2A chez les patients qui ont une contre-indication à un traitement anticoagulant au long cours, par exemple ceux qui ont saigné dans le cerveau, etc., mais également sans contre-indication aux anticoagulants chez des patients à haut risque hémorragique en tant qu'alternative carrément au traitement anticoagulant en premier lieu. C'est-à-dire qu'on doit discuter avec notre patient et lui dire si tu ne veux pas prendre un traitement au long cours, on peut te mettre un auricule, tout en expliquant bien évidemment les tenants et les aboutissants d'un tel choix et le risque procédural d'un tel choix. Qui dit option, on ne peut pas parler d'occlusion d'auricule sans parler de l'étude Option Trial, qui a vraiment fait un boom lors de sa publication dans le congrès de l'AA en 2024. Option Trial, c'est la mise en place d'un occludeur chez des patients qui sont candidats à une ablation sans contre-indication à une anticoagulation. Donc, le design de l'étude, c'était quoi? C'était plus de 1600 patients qui ont été randomisés en deux groupes. Un groupe qui a bénéficié d'une ablation de FA avec un traitement anticoagulant classique et un groupe qui a été randomisé en ablation de FA avec mise en place d'occludeur. Il faut noter que la mise en place de l'occludeur n'était pas forcément faite dans le même temps opératoire. Elle pouvait être soit séquentielle, entre 90 et 180 jours à la suite de l'ablation, soit dans le même temps opératoire, rallongeant un petit peu le temps opératoire. Mais on se dit, on a déjà une ponction transseptale en place, autant monter un guiding et mettre en place et délivrer notre occludeur. Option Trial avait réussi à prouver la safety d'une telle démarche. Donc on avait une supériorité qui avait été prouvée grâce à cette étude-là. Donc on a une sécurité, une safety, par rapport à cela. On avait moins d'événements hémorragiques et moins d'événements ischémiques dans le bras traités par l'occludeur. Et également, ça avait réussi à prouver une non-infériorité en matière de safety, donc pas plus d'événements périprocéduraux, même dans le bras traité en même temps. Donc même si on rallonge la procédure. Une autre niche qui peut être utilisée pour l'occlusion de l'auricule, c'est les insuffisants rénaux. On sait tous qu'on a des difficultés à mettre en place un traitement anticoagulant chez les patients qui sont hémodialysés. Il n'y a pas de consensus. On ne sait pas si on doit mettre des AVK. Les NACO, on sait qu'on ne peut pas les mettre. On ne sait pas si on peut les laisser comme ça sans anticoagulation. Dans cette étude, ils ont pris 3 groupes. Un groupe traité par occlusion de l'auricule, un groupe traité par anticoagulant, par AVK bien évidemment, et un groupe non traité. Et le groupe traité par occlusion de l'auricule avait un meilleur profil, moins d'événements thromboemboliques et hémorragiques, sans surrisque d'événements périprocéduraux importants, et une mortalité qui était nettement meilleure dans le bras traité par occlusion de l'auricule.
Maintenant, est-ce qu'on doit rechallenger un cerveau qui a saigné sans se poser des questions? Tous les saignements ne se ressemblent forcément pas. Un saignement profond a moins de risque de récidive qu'un saignement lobaire. Si le saignement profond peut être rechallengé par un traitement anticoagulant, un saignement lobaire a un risque de récidive de 15% et l'occlusion de l'auricule trouve toute sa place chez ce type de patient. Toujours dans cette même optique, un saignement sous-dural chronique, spontané ou avec un traumatisme mineur récidive très souvent, 20% en phase aiguë, 5 à 15% de façon annuelle, c'est un risque considérable, et l'occlusion de l'auricule trouve toute sa place chez ces patients-là, tandis qu'un hématome sous-dural en raison d'un traumatisme majeur, d'un accident de la voie publique par exemple, il a moins de risque de saigner. On va se dire que ce serait quand même pas de bol que quelqu'un ait un accident de la voie publique 2 fois de suite, et donc chez ces patients-là, peut-être qu'on pourrait éventuellement rechallenger. Il est clair qu'il y a beaucoup de gaps en evidence. On n'a pas toutes les réponses. D'autres études sont en cours. On a notamment le problème de la cardiomyopathie rhumatismale, où on ne sait pas si l'occlusion de l'auricule a toute sa place. Heureusement qu'il y a des études qui sont toujours en cours, et je vous remercie.